faire une mise à jour du chantier gouvernemental en économie circulaire qui a été élaboré en collaboration avec Recycle Québec. Et puis, certains d'entre vous, en tout cas certains membres du réseau, ont pu participer à certaines étapes de consultation. Donc, ça va être l'occasion pour nous de faire un retour sur les consultations qui ont été effectuées et puis une mise à jour des travaux actuels. La présentation va se dérouler en 3 parties. Premièrement, je vous présenterai le portrait qu'on a établi de l'économie circulaire dans l'administration publique. Ensuite, donc, mise à jour du chantier gouvernemental en économie circulaire. Et puis, en 3e partie, je vous présenterai un petit peu le type d'événements que nous souhaiterions voir le réseau organiser. Et puis, on finira avec la période des questions. Donc, partie 1, on a réalisé en fait un portrait qui allait de 2015 à 2020 qui nous a permis en fait de voir comment étaient développées les initiatives en économie circulaire à l'échelle de l'administration publique. Le constat est le suivant, on remarque qu'au cours des dernières années, plus d'une trentaine de ministères et organismes se sont mobilisés pour détourner les matières résiduelles de l'élimination. Par contre, on remarque qu'une majorité des initiatives se trouve sur ce qu'on va appeler la fin du cycle de vie, donc plus la valorisation, le recyclage. C'est pertinent, c'est d'intérêt. Par contre, dans un modèle qu'on veut le plus durable possible, eh bien, on va encourager le gouvernement à agir un petit peu plus tôt dans la chaîne d'approvisionnement, notamment en priorisant la réduction à la source. Donc, on le voit, hein, en début de chaîne, on a quand même plusieurs initiatives en approvisionnement responsable, éco-conception, optimisation des opérations, économie collaborative. Et puis, en milieu de chaîne, il y a quand même peut-être une nécessité d'avoir une plus grande mobilisation du gouvernement. C'était important pour nous d'avoir ce portrait-là parce que ça a quand même déterminé les orientations pour notre stratégie, voir quels sont nos enjeux majeurs et puis où on souhaite aller. Alors, une fois qu'on a fait ce portrait, on a réalisé 4 phases de consultation en collaboration avec Recycle Québec. On a fait une première phase de consultation gouvernementale pour poser les bases. On a fait une deuxième phase de consultation avec les parties prenantes externes. Donc, pour cela, on avait mandaté le CIRANO, entre autres. Donc, aller chercher l'expertise des parties prenantes externes, du secteur privé. Troisième phase de consultation, plus orientée vers le public. Et puis, dernière phase de consultation gouvernementale pour avoir un portrait le plus pluridisciplinaire possible et puis identifier des orientations majeures à adopter en économie circulaire. Donc, à la fin de ces 4 phases de consultation, on a pu identifier de façon consensuelle les enjeux suivants. Premièrement, on manque d'un cadre de gouvernance et de coordination qui permettent d'établir une vision concertée des différents acteurs impliqués. On manque de données sectorielles en économie circulaire, ce qui freine le suivi et la mesure du modèle. J'insiste ici sur les données sectorielles. Parce qu'au cours des dernières années, il y a des rapports très pertinents qui ont paru. Je pense notamment au rapport sur l'indice de la circularité de Recycle Québec qui donne comme ça une référence, donc qui indique que l'économie circulaire du Québec n'est circulaire, que l'économie du Québec n'est circulaire qu'à 3,5%. Donc, on a comme ça des données de référence qui vont nourrir notre chantier. Mais actuellement, on manque de données qui soient peut-être plus ventilées par secteur. Ensuite, on manque d'un financement gouvernemental qui soit pérenne. Là encore, on voit quand même qu'il y a des choses qui se développent, des fonds qui se débloquent, mais c'est ça, il faut que l'on ait une structure financière qui soit pérenne dans le temps et puis un cadre réglementaire adapté à l'économie circulaire. On peut difficilement circulariser notre économie si on se base sur un cadre réglementaire qui a été régi pour une économie qui est plus linéaire. Donc voilà, des ajustements à faire pour faciliter la transition. Et puis enfin, une faible collaboration entre les différentes parties prenantes. Ce n'est pas dans tous les secteurs, ce n'est pas à tous les niveaux, mais quand même, l'économie circulaire nécessite une collaboration harmonisée de l'ensemble des parties prenantes et il y a des manques à ce niveau, notamment en termes de coordination des différents acteurs, des différents maillons de la chaîne de valeur. Donc, 4 enjeux majeurs. Là, on va y aller en entonnoir un petit peu. Donc là, j'entre un petit peu plus dans notre chantier gouvernemental en économie circulaire, donc pour répondre à ces enjeux.
Premièrement, je l'ai dit brièvement tantôt, la stratégie gouvernementale de développement durable, qui est coordonnée par le BCDD, a été le véhicule choisi pour implanter le cadre de gouvernance de l'économie circulaire. Donc, pourquoi? Parce qu'on estime que c'est un modèle qui doit répondre aux trois sphères de développement durable, environnemental, économique, social, et c'est aussi un outil de choix parce qu'il permet d'impacter les politiques publiques de plus de 110 ministères et organismes. Par rapport à cette stratégie, donc la dernière en date allait de 2015 à 2020. Il y a eu donc un report de la révision de cette stratégie à 2022. On retiendra de ce report que l'économie circulaire a été inscrite dans la directive, en tout cas le décret 626/2022 que vous voyez à l'écran. Et ça, c'est pertinent parce que l'inscription de l'économie circulaire dans cette directive place l'économie circulaire à l'agenda politique et c'est donc favorable au déploiement du dossier, en tout cas au support du dossier à l'échelle gouvernementale. Autre chose aussi, le positionnement de l'économie circulaire est de plus en plus transversal dans nos dossiers de développement durable, que ce soit approvisionnement responsable, finances durables, transition numérique, bâtiment durable, société juste et équitable, protection des écosystèmes. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de consensus officiel sur la définition de l'économie circulaire. Nous avons donc fait un choix. La définition que nous avons choisie est celle du Pôle québécois de concertation en économie circulaire. Je tiens à le préciser parce que toutes les informations qui seront présentées lors de cette présentation s'appuieront sur cette définition. On retiendra de cette définition que l'économie circulaire poursuit deux objectifs. Premièrement, on repense nos modes de consommation et de production pour réduire à la source. Et deuxièmement, on optimise les ressources qui sont déjà en circulation. Bon, ça, c'est pour, on va dire, le cadre de définition. Maintenant, notre projet de feuille de route gouvernementale. Donc, pour le rappel, on a l'ASGDD. On prévoit d'avoir un chantier qui vise à accélérer le développement de l'économie circulaire. Et puis, dans ce cadre, au regard des consultations qu'on a menées, on a pu identifier 6 mesures transversales. On se concentrera aujourd'hui sur les 2 premières. Je peux vous les lire rapidement. Donc, premièrement, on doit développer et soutenir la recherche et l'innovation. On doit informer, sensibiliser et éduquer les parties prenantes à l'économie circulaire, bien sûr. Bonifier le cadre politique, juridique et économique. Favoriser la concertation entre les parties prenantes. Assurer l'exemplarité de l'État et enfin poursuivre l'action du Québec à l'international. Pour poursuivre comme ça en entonnoir, maintenant qu'on a nos mesures transversales, au regard des consultations qu'on a menées, mais aussi au regard de différentes études quantitatives, on a pu prioriser 6 secteurs d'activité. Le bioalimentaire, la construction, les ressources naturelles. Et je m'arrête ici, le secteur, c'est bien ressources naturelles. Pour l'instant, on aborde les minéraux. C'est quand même une thématique phare actuellement, donc on désirait le porter dans notre projet de feuille de route. Mais on espère à moyen et long terme traiter de d'autres types de ressources naturelles. Donc, secteur ressources naturelles. Ensuite, manufacturier, pareil. On débute avec les produits électroniques, électroménagers, et puis à moyen et à long terme, on espère élargir la liste de produits visés. Énergie et textile, auquel s'ajoute la filière plastique. Ici, là, on fait la distinction entre secteur et filière. Effectivement, il peut y avoir des discussions autour de la nomenclature, mais plastique, donc pas à la production de plastique, pas au secteur de la plasturgie. Notre objectif ici, c'est de traiter le plastique de façon transversale dans les autres secteurs. Exemple, dans le bioalimentaire, on va essayer d'analyser les flux qui se concentrent sur les emballages plastiques. Dans la construction, on va essayer d'identifier les matériaux majeurs en plastique qui présentent des enjeux, etc. Donc, pour les critères de priorisation, toujours inspirés de notre logique de développement durable, des critères qui sont économiques, sociaux et environnementaux, pour prioriser ces secteurs, on s'est appuyé entre autres sur le rapport sur la circularité de l'économie du Québec, qui a été fait par Recycle Québec et le Circular Economy. On s'est aussi
appuyé sur le rapport pour lequel on avait mandaté le Cyrano, donc qui visait à définir des grandes orientations pour la SGBD. Et enfin, on s'est aussi inspiré des résultats de l'étude qui a été menée par le Conseil patronat du Québec, donc sur l'économie circulaire du Québec, opportunités et impact économique. Petite précision, on vous enverra le PowerPoint à la fin de la présentation et toutes les sources que je cite oralement y seront écrites. Donc, ça c'est pour nos secteurs prioritaires. Et puis enfin, on arrive donc à notre feuille de route gouvernementale en économie circulaire. Notre vision, on veut une approche qui soit systémique. On veut créer des circuits économiques circulaires basés sur une approche systémique en priorisant la réduction à la source. On se rappelle la définition de tantôt, il y a une volonté gouvernementale de prioriser la réduction à la source. On repense le besoin en amont. Donc ça, c'est notre vision. Notre objectif, c'est donc d'offrir un cadre de mise en œuvre et de gouvernance et de favoriser surtout la coordination gouvernementale. On est un bureau de coordination, donc c'est vraiment en plein dans notre mandat. Notre public cible, ce sont les ministères et les organismes. J'aimerais simplement m'arrêter ici parce que c'est quelque chose qui est revenu souvent dans les conversations que j'ai eues au cours des derniers mois. Ce projet de feuille de route est un projet de feuille de route gouvernementale. On s'adresse aux ministères et aux organismes du Québec. On a pour ambition qu'à moyen long terme, cette feuille de route soit une feuille de route nationale qui s'adresse à tous les publics cibles de la société. Ce n'est pas réalisable à très court terme. Donc, on s'adresse en priorité aux ministères et organismes, mais dans les mesures que l'on va leur proposer, dans les orientations que l'on a identifiées, on souhaite que leur clientèle soit impactée par les mesures identifiées. Donc, on souhaite que les arrimages qu'on fait à l'échelle gouvernementale aient un impact pour le citoyen, pour les entreprises, pour les municipalités. Donc, simplement se rappeler qu'il s'agit d'une feuille de route gouvernementale. Partie 3. Donc là, je vais vous décrire un petit peu les pistes de recherche sectorielles possibles qui sont issues donc, de notre chantier. Une consultation de l'ensemble des ministères et organismes amènerait peut-être un portrait encore plus complet. Donc, on se focalise vraiment sur les sujets qui sont d'intérêt pour nous. Alors, avant de vous parler des sujets de recherche, j'aimerais donc rappeler que notre mesure transversale, c'est donc de développer et soutenir la recherche et l'innovation, mais à l'échelle gouvernementale, nous rencontrons parfois des freins. L'un des premiers freins, c'est que les allocations de ressources financières pour la recherche peuvent être restreintes. J'apporte un petit bémol là-dessus parce qu'il y a quand même un engouement grandissant. On voit qu'il y a de plus en plus de fonds qui se déploient. On est passé d'une situation où un nombre restreint d'acteurs finançaient l'économie circulaire à un bassin de plus en plus large. Je pense notamment au MEIE, donc Ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie maintenant, qui a lancé sa stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation, le MAPAC, avec son programme en recherche et développement et innovation pour le secteur agroalimentaire qui pourrait financer éventuellement des projets de recherche en lien avec l'économie circulaire. Le MRN, anciennement MERN, donc maintenant c'est le ministère des Ressources naturelles qui appuie la recherche et le développement portant sur l'extraction, la transformation et le recyclage des MCS. Donc, on voit quand même qu'il y a un bassin d'acteurs qui mobilisent des fonds de plus en plus importants pour l'économie circulaire. Donc, notre premier frein reste un frein, mais il est en cours de résolution. Ensuite, les systèmes de protection des renseignements régis par des normes de confidentialité. Souvent, on va noter comme enjeu le manque de données sectorielles, mais c'est faux. En fait, le manque de données sectorielles, c'est une conséquence. Le vrai enjeu, c'est souvent l'accessibilité aux données. Soit elles n'ont pas encore été collectées, dans ce cas-ci, on se donne les moyens de les collecter, soit parfois elles sont tout simplement pas accessibles parce qu'il y a des systèmes de confidentialité, des normes qui ne permettent pas d'accéder à certaines données. Donc, parfois, ça peut quand même être un frein à l'établissement de certains projets de recherche parce que, parce qu'on a un accès limité aux données. Ensuite, les thématiques exploratoires pour lesquelles les besoins sont difficilement identifiables. En économie circulaire, il y a vraiment une ébullition, je dirais, des thématiques abordées, des recherches,
Et puis, il y a des sujets de recherche pour lesquels on sait qu'il faut chercher quelque chose, on sait qu'il y a des points à faire en économie circulaire, mais on ne sait pas quoi exactement. Et dans ce cas-ci, on se tourne vers des recherches qui sont un peu exploratoires. Mais ça peut être difficile, en fait, de définir des projets de recherche qui sont exploratoires parce que parfois, on ne sait pas vraiment ce qu'on cherche. On sait un peu globalement l'idée, mais c'est ça. Donc, parfois, il y a quand même des thématiques qui sont difficilement identifiables et ça peut être des freins à l'identification de certains projets de recherche qu'on trouverait d'intérêt. Et enfin, le manque de ressources humaines, selon moi, c'est un enjeu qui touche beaucoup d'organismes en général, qui freine parfois la pérennité de certains projets de recherche. Donc ça, ce sont pour les freins majeurs. Il pourrait y en avoir d'autres, mais ce sont quand même, selon moi, les freins les plus importants que je voyais à court terme. Maintenant, pour les sujets d'intérêt. Donc, ce que je vais vous présenter, ce sont les sujets phares et les types d'analyses potentielles. Par contre, c'est important de dire que pour certaines thématiques, il y a déjà des sujets de recherche qui sont en cours. Donc, la façon dont je présenterai l'information, c'est de dire cette thématique est d'intérêt. Ça, c'est déjà en cours, pas la peine de refaire des sujets de recherche là-dessus. Et il nous manquerait éventuellement tel type d'analyse. Donc, pour le secteur du textile, il faut savoir que le MUTREC, en collaboration avec quand même un certain bassin d'acteurs, ils ont établi un portrait, en fait, de l'analyse des flux de matières textiles au Québec. Je mettrai aussi l'étude sous cette diapositive. Et ce qu'il en ressort, c'est qu'il est nécessaire, en fait, d'avoir peut-être de creuser un petit peu tout ce qui est valorisation des textiles post-consommation. Bien que la fibre textile soit difficile à recycler, on peut faire énormément de choses avec le textile, mais par contre, tout n'est pas à faire. Comment, dans notre logique de recyclage, on va aller chercher des produits qui ont une plus grande valeur ajoutée possible sur le marché. Je pensais notamment aux matériaux à haute performance pour le secteur de la construction. Le Québec a quand même un climat avec une forte amplitude climatique. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des projets qui viseraient des vêtements ou sous-vêtements techniques thermorégulateurs? Bon, ça, c'est des exemples très, très précis. L'idée derrière ça, c'est vraiment de se dire, on a un gisement important de textiles au Québec, de textiles post-consommation essentiellement. Comment on le valorise de la meilleure façon qu'il soit. À ce sujet, une analyse, ou en tout cas un projet est en cours au sein du MUTREC qui cible 4 gisements. Je le précise justement parce qu'on éviterait de cibler ces gisements-là dans le cadre de projets de recherche futurs. Donc, les gisements qui vont être à l'étude sont les uniformes industriels, les résidus de production de bottes, les résidus de production de meubles et la literie usée du secteur hospitalier. Donc, si éventuellement il y a des études exploratoires à ce niveau-là, on ciblerait d'autres gisements que ceux-là. Ensuite, le lien entre fibres plastiques et fibres textiles, notamment dans les pays européens, il se penche sur cette question pour faire le lien entre le secteur des pêches, parce qu'on a réalisé qu'un énorme gisement de plastique venait du secteur des pêches. Comment recycler ce plastique en fibres textiles? Donc, c'est des recherches, ce sont des sujets à explorer. Il ne faudrait pas non plus créer de nouveaux textiles qu'on n'est pas capable de recycler, donc il faut tout. C'est ça, je pense qu'il y a des choses à débroussailler à ce niveau-là. Ensuite, identifier des cibles de récupération et de mise en valeur. Donc, on n'a pas actuellement de système, en fait, de système structuré de mise en valeur à l'échelle de la province. Donc, l'identification de cibles nous permettrait peut-être de lancer ou d'impulser un mouvement pour une meilleure mise en valeur des textiles. Le type d'analyse potentielle attendue, je pense éventuellement à des études pilotes, des études de faisabilité technique et économique, et puis des études de faisabilité opérationnelle pour qu'on s'assure que les idées que l'on trouve répondent vraiment à la problématique soulevée. On passe ensuite au secteur des ressources naturelles. Donc, dans le cadre de la FREC, on s'est concentré sur les minéraux, mais comme je vous l'ai dit tantôt, ce serait intéressant qu'on élargisse à d'autres ressources naturelles. On parle notamment de la gestion circulaire de l'eau, la circularisation de l'économie bleue. J'ai mis entre parenthèses réduction à la source et sobriété. Parce qu'actuellement, il y a des travaux sur la circularisation des eaux usées.
Mon objectif ici, c'est vraiment de se dire, mais comment on peut réduire à la source, en fait. L'exemple qui me vient en tête, c'est que, par exemple, l'eau, pour qu'elle soit adéquate à la consommation humaine, on va retirer l'azote et le phosphore, me semble-t-il. Ces éléments-là, ils pourraient être pertinents en fait pour des plantes, pour des projets agricoles. Donc, de voir comme ça comment on peut intervenir un petit peu plus tôt dans la chaîne de valeur et puis voir si c'est réalisable au Québec, essentiellement. Ensuite, circularisation de la production et de l'exploitation des gaz naturels, même chose. Il y a des projets sur les gaz naturels recyclés, sur la biométhanisation. Cette fois-ci-là, on va essayer de chercher comment on réduit à la source, comment on peut limiter les impacts plus tôt dans la chaîne de valeur de la production et de l'exploitation des gaz naturels. Gestion plus circulaire des parcs nationaux et des réserves fauniques. Entre parenthèses, j'ai mis hors compostage parce que Ecotech a lancé l'an passé, me semble-t-il, un projet qui visait justement à développer des systèmes de compostage dans les parcs nationaux. Donc peut-être éventuellement tendre vers des modèles d'économie de fonctionnalité collaborative, voir de quelle façon d'autres stratégies de circularité pourraient être appliquées pour mieux circulariser la gestion de nos parcs nationaux et les réserves fauniques. Le type d'analyse potentielle que je verrais pour répondre à ces besoins, ce serait déjà des recherches descriptives, des cartographies, des états de situation. On en est où actuellement avec la gestion circulaire de ces matières résiduelles, premièrement, des études pilotes, voir si certaines idées seraient réalisables au Québec, et puis de la recherche exploratoire, peut-être pour voir si d'autres ressources naturelles seraient d'intérêt pour créer des boucles de circularité. La construction, il se passe énormément de choses en construction actuellement. Je pense notamment au laboratoire d'accélération qui vise la construction, qui est mené par le CERIEC. Il y a aussi le groupe de travail qui est mené par Recyc Québec et plusieurs parties prenantes de l'industrie qui se penchent justement sur la question de comment on réduit l'élimination des matériaux CRD. Leurs recommandations devraient, me semble-t-il, arriver dans les prochains mois. Donc, c'est tout autant d'initiatives et d'informations qui nourrissent notre chantier. N'empêche que d'autres thématiques restent quand même d'intérêt. Premièrement, l'architecture circulaire et bioclimatique. On veut des bâtiments éco-conçus au Québec, mais on veut aussi des bâtiments qui résistent au changement climatique. C'est inévitable, on le sait. Donc, comment on allie les deux? Des bâtiments qui soient éco-conçus et qui soient à la fois résistants donc, aux variations climatiques qui sont prévues pour le Québec, en tout cas pour cette région du monde en général. Des études d'équivalence entre les matériaux recyclés et réemployés. Souvent, la réutilisation de certains matériaux est freinée par des normes techniques de sécurité. Et donc, si on avait comme ça peut-être une base de données qui prouve que certains matériaux réutilisés ou réemployés, recyclés dans certaines conditions, sont équivalents à des matériaux neufs, ça pourrait faciliter éventuellement leur réutilisation. Ensuite, l'application de leviers fiscal pour favoriser la viabilité des chaînes de déconstruction, réemploi, recyclage. L'un des freins majeurs au développement et à la pérennité des projets de ce type, c'est parfois la viabilité financière en fait, de ces projets-là. Le levier fiscal est un levier qui est à la disposition du gouvernement, donc ce serait de voir comment l'application d'un levier fiscal pourrait soutenir ce type de filière de revalorisation des matériaux CRD. Et puis enfin, des recherches sur les gisements de matières résiduelles dans le secteur de la construction. Je précise ici que le ministère a entamé un projet qui retrace les flux de matériaux bois dans le secteur de la construction. Donc, toujours se dire, ça se fait déjà, on se concentrera sur d'autres types de matériaux. Le type d'analyse potentielle que je vois, des études pilotes, particulièrement pour tout ce qui est écomatériaux, chantier pilote, qu'on ait comme ça des vitrines en fait pour démontrer aux acteurs que c'est viable. Des recherches descriptives, des états de situation, des études de faisabilité technique et économique.
Ensuite, dans le bioalimentaire, même chose, il y a énormément de travaux en cours. Je pense notamment à l'étude de quantification des pertes du gaspillage alimentaire qui a été réalisée par le MAPAC, qui va être une source d'information très précieuse pour identifier comme ça des problématiques ou des enjeux sur lesquels il faut se pencher. Pour ce qui est de la recherche, eh bien, il serait d'intérêt en fait de chercher à savoir comment on peut recourir aux boucles de circularité pour réduire l'empreinte carbone agricole de l'utilisation de méthane et d'engrais, entre parenthèses, en amont de la chaîne. Encore une fois, il y a actuellement des projets menés par le MAPAC d'ailleurs, qui soutient des projets de développement de nouveaux engrais issus de matières résiduelles. C'est pertinent, c'est d'intérêt. En parallèle, il serait important que l'on cherche à comment on réduit plus tôt. Et puis, l'application des méthodes d'agriculture régénérative au Québec, qui a donc un climat à forte amplitude thermique. On sait qu'on veut s'en aller par là. Est-ce qu'il serait possible peut-être d'avoir des projets pilotes sur comment une agriculture régénérative pourrait être établie au Québec éventuellement? Ce sont des thématiques à explorer. Les types d'analyse potentielle, des études pilotes, des études de faisabilité technique et économique. Ensuite, des thématiques d'intérêt global qui ne sont pas forcément nichées sur des secteurs particuliers. Premièrement, le lien clair et quantifié entre l'économie circulaire et la neutralité carbone au Québec. Je sais que HEC, en collaboration avec le CERIEC, ont mené une étude. Donc, c'est un rapport. Alors, c'était la chaire de recherche de l'énergie d'HEC, le CIREG, Polytechnique de Montréal et le CTTEI, qui ont réalisé un projet de recherche collaboratif qui visait à évaluer le potentiel de l'économie circulaire sur la réduction des GES industriels au Québec. C'est très pertinent. Encore une fois, ces résultats-là vont nourrir nos travaux. Présentement, il serait pertinent pour nous d'avoir des informations de cette nature-là pour les secteurs qu'on a priorisés dans notre chantier. Ensuite, recourir à l'entomotechnologie comme levier de circularité pour la gestion des résidus non organiques. L'entomotechnologie, pour ceux qui ne le savent pas, c'est finalement l'élevage d'insectes. Puis actuellement, il y a des projets intéressants pour valoriser les matières organiques par ce procédé. Mais il y a comme ça des petits projets embryonnaires sur l'utilisation des insectes pour valoriser des matières qui sont non organiques. Il y a des tests, me semble-t-il, sur certaines matières plastiques. Donc, d'aller chercher comme ça, finalement, comment on pourrait développer ou mettre à l'échelle ce type de gestion de matières résiduelles. Essentiellement, le type d'analyse potentielle, ce serait des études pilotes, faire des tests, des recherches descriptives, donc avoir une cartographie état de situation, je pense notamment au lien économie circulaire et neutralité carbone. Et puis des recherches exploratoires par rapport à l'entomotechnologie. C'est un sujet d'intérêt qui émerge quand même, donc voir un peu comment on peut creuser la question. On entame la dernière partie, donc quel type d'événements souhaitons-nous voir le réseau organiser? Essentiellement, je vous dirais du transfert de connaissances. Donc, premièrement, qu'on ait peut-être accès à des modules de formation qui soient adaptés aux différents types de parties prenantes gouvernementales. Je pense notamment à nos officiers de développement durable, à nos sous-ministres, aux différentes directions hiérarchiques. Le message ne sera pas forcément le même, dépendamment du niveau hiérarchique, mais qu'on ait comme ça des formations qui permettent de sensibiliser différents publics cibles gouvernementaux. Donc, premièrement, vulgarisation des sujets de recherche en économie circulaire sur des supports qui seraient, excusez l'anglicisme, user-friendly. Donc, on a peut-être des capsules vidéo, des one-pagers, la volonté d'éduquer au principe de réduction à la source comme priorité dans une logique circulaire. Le CERIAC avait déjà monté une formation qui était dédiée aux employés de l'administration publique, très pertinente d'ailleurs. L'objectif ici, ce serait peut-être d'avoir, comme ça, dans la même logique de sensibilisation, des formations qui visent à plus précisément dire ça, c'est l'économie circulaire, mais si on veut bien faire, ce serait bien de prioriser la réduction à la source, si on veut mieux faire en tout cas. Et puis enfin, avoir peut-être de la formation sur le lien entre l'économie circulaire et les sciences
humaine et sociale, j'ai vu que le réseau de recherche a mené un deuxième appel à projet qui visait justement à faire le lien entre ces thématiques. Et je trouvais très pertinent les projets qui ont été retenus. Donc là, ce serait de voir comment on peut nous sensibiliser, le gouvernement, à ces liens, donc entre économie circulaire et puis ce qu'on pourrait appeler peut-être plus économie sociale. Et puis enfin, partage d'expertise dans le cadre du chantier gouvernemental en économie circulaire. Je suis d'avis que ce chantier doit être mené dans un cadre pluridisciplinaire. Donc, oui, on s'adresse aux ministères et organismes, mais pour s'assurer d'être cohérent avec les besoins du terrain, ça sera important pour nous de bénéficier de l'expertise du réseau de recherche. Des réflexions sont encore en cours à ce niveau-là. L'objectif serait à moyen ou long terme d'avoir un comité consultatif qui nous permettrait comme ça de peut-être plus facilement aller chercher l'opinion de parties prenantes externes par rapport à notre chantier.